Je vais laisser venir tous les participants. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un peut me confirmer que vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Bonjour à tous alors. Merci. Les 29, on va attendre qu'il soit 30 pour démarrer. Voilà. Alors, merci. Et je veux préciser que ce séminaire sur l'intelligence artificielle dans la finance, il a pour objet en particulier de montrer comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour fournir des outils très opérationnels. En particulier, on va être axé sur les activités de marché. Donc souvent, l'intelligence artificielle est utilisée pour des activités de relations clientèle ou de marketing. Ici, on va plus être orienté vers les opérations de marché, de gestion de portefeuille, de traitement des risques, et montrer que l'intelligence artificielle, ça n'a pas vocation à être un outil dans lequel on bascule complètement pour abandonner tous les autres outils. C'est plutôt un outil complémentaire et qui peut être utilisé de manière très proche des opérationnels, individuellement par les opérationnels. On montrera comment l'IA est perçue par les opérationnels d'abord. On parlera des avantages qui sont souvent la réduction des coûts ou les gains en performance. Puis on focalisera en particulier sur la manière dont l'intelligence artificielle permet de faire de la modélisation, et en particulier une intelligence artificielle particulière qu'on appelle l'IA causale. Et on verra comment identifier des tendances et adapter des modèles pour pouvoir mieux comprendre les phénomènes auxquels on assiste, en particulier sur les marchés. Quelques mots à propos de moi-même. Donc, moi, je suis d'origine un économiste et ingénieur aussi, et j'ai fait ma carrière aussi bien dans des banques, notamment la Caisse des dépôts, Nomura, et chez des éditeurs de logiciels, notamment GL Trade et quelques autres, et en particulier aussi ensuite dans les traitements à haute performance, y compris pour des bourses ou pour divers éditeurs de logiciels dans les data. Scalnix a été créé en 2019. C'est une fintech labellisée Deep Tech, et on combine dans Scalnix les capacités de faire du traitement à très haute performance et de l'intelligence artificielle dédiée à des besoins très particuliers autour des marchés. On est une dizaine de personnes et on travaille pour différents clients que je citerai tout à l'heure, mais qui sont aussi bien des buy-side que des sell-side, des éditeurs de logiciels, des bourses, tout type de clients. Alors, le besoin d'IA perçu par les opérationnels, là, je vais reprendre quelques informations qui ont été publiées il y a quelques temps dans une étude de LSEG, de la bourse anglaise, qui est assez intéressante, et qui est une étude qui est faite régulièrement, donc sur laquelle on voit l'évolution des perceptions et des besoins et des usages d'intelligence artificielle dans le milieu de la finance. En particulier, on voit que quand on demande aux opérationnels dans quel domaine avez-vous constaté des augmentations de revenus ou des économies grâce au machine learning ou à l'intelligence artificielle, on voit que ces domaines sont très variables. Il n'y a pas un domaine qui en domine véritablement un autre. Il y a sur les opérations et les systèmes en général, sur les services clients et sur les opérations, sur le contrôle, la finance, donc ça c'est souvent autour des risques, pour la gestion de portefeuille, et même c'est une manière de rendre les sociétés plus attractives et d'obtenir plus d'attractivité pour les investisseurs et de lever des fonds. Les data scientists ressentent
clairement un besoin fort qui se concrétise par des besoins budgétaires en termes d'intelligence artificielle. Donc la question, dans quelle mesure considérez-vous le financement comme un obstacle? En 2018, le financement n'était considéré comme un obstacle que par 3% des opérationnels pour installer de l'intelligence artificielle. En 2020, c'était 10%. En 2021, c'est 19%. On voit que le, le financement est de plus en plus perçu comme quelque chose à prendre en compte. Ça veut dire probablement que les projets qui considèrent l'intelligence artificielle ont tendance à devenir de plus en plus gros, de plus en plus massifs. Et c'est une tendance justement, à mon avis, qu'il faut surveiller parce que dans beaucoup de cas, elle est pertinente et c'est très important de savoir dans quoi on investit, c'est des investissements forts. Mais il y a aussi beaucoup de cas dans lesquels on peut faire de l'usage de l'intelligence artificielle dans des projets modestes, bien ciblés, et dans lesquels le financement du projet ne devrait pas être une barrière très significative. Et d'ailleurs, c'est assez amusant quand on voit que de 2020 à 2021, il y a aussi une augmentation du nombre de cas dans lesquels voilà, la répartition entre la perception d'une barrière ou de pas de barrière varie assez largement d'une année sur l'autre. Donc on sent que c'est un phénomène qui n'est pas encore très fermement établi. Quand on parle d'intelligence artificielle, on regroupe en fait sous une dénomination un très grand nombre de méthodes et un très grand nombre de technologies. Et on devrait dire plutôt des intelligences artificielles qu'une intelligence artificielle. Globalement, l'intelligence artificielle, c'est un système qui a une capacité d'apprentissage et d'adaptation qui n'a pas été strictement définie par le programmeur. Et au-delà de ça, il y a tout un tas de méthodes et de technologies qui vont permettre à ce système de faire son apprentissage, hein, de le mettre en application. Donc, notamment, le machine learning est très utilisé, c'est un des domaines, mais ce n'est pas le seul. Et le deep learning, qui consiste à mettre un grand nombre de couches superposées et combinées, est encore un sous-ensemble du machine learning. Et ça peut utiliser des techniques comme les réseaux convolutifs, comme le Natural Language Processing, le NLP, donc la capacité d'aller rechercher des informations dans des langages non structurés, disons. Les réseaux bayésiens, qui sont plutôt une spécialité que nous, on applique, les algogénétiques, du random forest, des supports de vecteurs et tout un tas d'autres. Donc là, autour de ça, il y a tout un tas de techniques et il s'agit d'aller utiliser la bonne technique au bon endroit. Il n'y a pas une technique qui est meilleure qu'une autre, il y a surtout une série de techniques qui vont correspondre à la problématique et au use case qu'on veut traiter. Alors, autant, d'une part, on a tendance à parfois considérer que l'IA est un miracle, autant des fois on a tendance à en avoir peur. Je pense que ni l'un ni l'autre ne sont vraiment pertinents. Il faut mettre l'IA à sa place. C'est vrai que l'IA, elle apprend seule à apprendre, donc elle a des capacités particulières. Il faut garder en tête que d'une manière générale, l'IA, elle considère plutôt des probabilités. Donc elle n'a pas de préjugés. Mais par contre, en particulier, si on apprend sur des données qui elles-mêmes contiennent des biais, on va reproduire ces biais automatiquement avec l'intelligence artificielle. Donc, quand l'intelligence artificielle inclut dans la manière opérationnelle des biais, c'est qu'on les lui a appris et il faut évidemment faire attention quand on lui donne les données, de ne pas inclure des données biaisées. D'autre part, l'IA, elle est très liée au calcul intensif et on va voir qu'elle est complémentaire, elle a besoin du calcul intensif pour fonctionner bien. Et une IA qui est mal structurée en termes de calcul en back-end
elle est longue, elle est poussive et elle ne répond pas aux besoins des utilisateurs. Et par contre, de l'autre côté, l'IA, dans un certain nombre de cas, peut remplacer un certain nombre de calculs intensifs de manière tout à fait positive. La réduction des coûts et les gains de performance. Alors là, j'ai pris quelques exemples de ce qu'on a fait avec des clients et qui montrent les échelles d'intérêt qu'il peut y avoir à utiliser de l'intelligence artificielle. Alors là, je prends un exemple de valorisation d'options en utilisant du machine learning. Il s'agissait là de comparer la manière dont on peut valoriser des options, soit en utilisant des modèles calculatoires classiques du genre Black-Scholes ou binomial européen ou binomial américain, qui sont des modèles qui peuvent être assez rapidement compliqués, et de voir comment on peut remplacer ça par des simples inférences qui se basent sur le nombre de jours de l'option jusqu'à l'explication, les taux, la volatilité, les taux du marché, le prix du sous-jacent et les prix d'exercice. Et en combinant ça, faire un apprentissage global sur le passé et voir comment le machine learning peut proposer des valorisations directes, sans calcul. Ici, j'ai mis dans un tableau la comparaison des résultats. En termes d'accuracy, c'est assez proche. Et on arrive à des écarts par rapport au modèle de référence qui sont assez faibles dans tous les cas, que ce soit Black-Scholes, binomial européen ou américain. Et là, vous voyez le temps de calcul qui est nécessaire pour chacune des méthodes pour valoriser une option, 10, 100, 1000 ou 10 000 options. Donc en Black-Scholes, on a 0,13 millisecondes par valorisation d'options. En européen binomial, on a 1,2 millisecondes, pardon. En binomial américain, 14. Et en machine learning, 2,71. Donc on voit que pour une option, le machine learning peut être considéré comme relativement lent comparé à un calcul Black-Scholes. Par contre, l'augmentation du nombre d'options qu'on va valoriser va générer une augmentation linéaire du besoin du temps machine pour calculer. Donc, si on veut faire 10 000 valorisations d'options en Black-Scholes, ça va faire 10 000 fois 0,13 millisecondes, donc ça va faire 1218 millisecondes. Et de même, en binomial, la progression, vous le voyez, elle est proportionnelle au nombre d'options qu'on valorise, ce qui est tout à fait normal puisque il s'agit d'un calcul. Donc, quand on fait 10 000 fois un calcul, et ben, ça prend 10 000 fois plus de temps sur la machine. Par contre, l'usage du machine learning permet de valoriser un très grand nombre d'options avec beaucoup moins de temps machine. Donc, la progression, vous voyez, quand on passe de 1 option à 10 options, on augmente de 2,71 à 2,83. Et quand on passe de 1 option à 10 000 options, on augmente de 2,71 à 164, ce qui est beaucoup plus faible. Et du coup, quand on a un grand nombre d'options à valoriser, c'est énormément plus rentable en termes de temps machine, d'efficacité et de temps de calcul que d'utiliser du calcul direct sur des modèles calculatoires. Donc là, j'ai mis ces différentes méthodes sur un graphe et on voit que ici, par exemple, sur la courbe rouge, on peut calculer 10 puissance 4 valorisation d'options, dans le même temps que si on était en modèle américain binomial, c'était 10 puissance 1. Donc on est grosso modo 1000 fois plus rapide en utilisant du machine learning qu'en utilisant du calcul. Donc les magnitudes qu'on atteint en utilisant du machine learning sont vraiment d'un tout autre ordre. On change complètement de planète. Un autre exemple d'utilisation du machine learning, on a publié très récemment un papier avec un partenaire qui est Nexialog Consulting sur la gestion des facteurs de risque non modélisables dans le cadre du FRTB.
Alors, je ne vais pas aller tout dans le détail de ce document, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le demander et je vous l'enverrai. L'objet, là, il est pour des institutions corporate, hein, d'optimiser la manière dont ils calculent le capital de garantie dans le cadre de FRTB. Et en l'occurrence, il y a un certain nombre de facteurs qui sont considérés comme non modélisables, mais en utilisant des méthodes de machine learning, on peut les estimer et les faire rentrer dans des catégories équivalentes aux modélisables. Et les économies en termes de capital immobilisé sont extrêmement conséquentes. Maintenant, je propose de parler un peu de la modélisation et de voir comment se positionne l'intelligence artificielle causale par rapport à ça. Je compare deux modèles que souvent on ne distingue pas intellectuellement en termes d'intelligence artificielle et c'est assez important de tenir compte de ça. D'une part, il y a ce que j'appelle l'intelligence artificielle statistique, qui consiste à faire du traitement dans lequel une mauvaise inférence, un faux positif ou un faux négatif, n'ont pas une très grande importance. C'est du traitement massif. C'est ce qu'on fait, par exemple, souvent pour envoyer des publicités ou pour proposer un produit à un client ou pour identifier des éléments statistiques, mais qui n'ont pas un très gros enjeu, par exemple en termes de portefeuille ou en termes d'impact sur le client. Dans ce cas-là, on peut faire des traitements sur les données historiques. Et si on a un succès, par exemple, de l'ordre de 80 ou 90% en termes de cibles pour envoyer des messages publicitaires, c'est extrêmement positif. Ça vaut vraiment le coup. Et le fait qu'il y ait 10% des gens qui vont recevoir des messages qui n'étaient pas les destinataires d'origine et sur lesquels ces messages ne sont pas appropriés, ça n'est pas très grave. Donc, dans ce cas-là, ça vaut vraiment le coup d'utiliser des méthodes classiques que j'appelle l'IA statistique. Pour distinguer cette catégorie, on peut précéder les réponses sous forme de « dans ce cas-là, en général, la plupart du temps, en principe, une personne qui a un certain nombre de caractéristiques sera valide pour tel ou tel type d'information ou tel type de suggestion. » De l'autre côté, il y a l'intelligence artificielle probabiliste. Celle-là, elle vise à calculer la probabilité très précise d'une hypothèse dans le cadre de systèmes complexes pour un individu donné. C'est l'intelligence artificielle qui répond à des enjeux de responsabilité, par exemple identifier une maladie en termes de médecine, par exemple la conduite des véhicules, ou par exemple des opérations de marché. Et dans ce cas-là, si on utilise un apprentissage dont on ne comprend pas le fonctionnement interne, on a fait confiance à l'intelligence artificielle pour trouver une méthode pour que statistiquement, en général, ça marche plutôt bien. On n'est pas capable dans ce cas-là d'identifier dans quel cas on va avoir soit des faux positifs, soit des faux négatifs. Or, ces faux positifs ou ces faux négatifs, ils peuvent avoir un très gros enjeu. Dans ce cas-là, par exemple, si mon intelligence artificielle me dit que je dois liquider une certaine position de mon portefeuille, en termes de coûts sur mon portefeuille, en termes d'impact sur ma gestion, c'est très important. Donc, je dois savoir quels sont les éléments qui ont fait que mon intelligence artificielle me propose ça. Elle doit aussi évaluer un risque que je qualifie de manière précise. Elle ne peut pas me dire que statistiquement, ce serait logique que je veuille faire quelque chose. Je dois pouvoir identifier le risque et son enjeu. Je dois pouvoir aussi identifier les éléments qui sont caractéristiques et qui ont permis de prendre cette décision. Éventuellement, si je l'ai identifié, je peux bloquer le résultat de cette inférence parce que je considère qu'elle n'est pas valide et c'est là que j'apporte toute la qualité de mon métier. Je ne me suis pas déchargé
sur un calcul statistique de la valeur de mon métier et de valeur même de mes sentiments ou de mes gut feelings. Je reste responsable de tous mes choix. Et l'IA n'est là que pour me donner des indications, mais pas pour prendre des responsabilités à ma place. Et la manière dont ces deux typologies d'intelligence artificielle s'appliquent, ben, dans un cas, ça va s'appliquer à une population. Donc, si j'envoie 10 000 messages à une certaine population, ben, peut-être dans 9500 cas, il y aura quelque chose, et puis dans 500 autres cas, ce sera perdu. Et ça marche très bien parce qu'on raisonne sur une population. Quand on est sur un événement précis, on ne s'intéresse pas à 10 000 cas globalement, on s'intéresse à chacun des 10 000 cas. On dit, pour chacun de ces 10 000 cas, quelle est la capacité, quelle est sa caractéristique qui fait que l'inférence qui va lui être faite va être pertinente pour lui. Alors, les méthodes donc, statistiques classiques, c'est des méthodes personnelles, au sens où, quand on fait un sondage, par exemple, ben, on va tenir compte dans les quotas des caractéristiques de chacune des personnes qu'on interroge, et on va trouver une fréquence impersonnelle qui est globalement sur une population, par exemple, X% vont avoir tel type d'attitude. C'est des probabilités qui sont représentatives de fréquences, et ça c'est valide pour une population. Dans une méthode bayésienne, on est dans le sens inverse. Donc, on va faire une recherche sur des méthodes impersonnelles qui ne font pas de présupposés sur les individus qu'on étudie. Et par contre, on va trouver des probabilités personnelles, c'est-à-dire que si on compare, par exemple, à des études de marché ou des sondages politiques, on va trouver quelle est la probabilité qu'une personne très précise, qui a des caractéristiques personnelles bien identifiées, ait telle ou telle attitude. Il s'agit donc de conclusions personnalisées. Et là, les probabilités sont des mesures de notre degré de connaissance. C'est-à-dire que l'intérêt de ce type de méthode, il est double. Il est d'une part de comprendre quel est l'impact sur les objets qu'on étudie, et puis aussi de tester notre propre sentiment et notre propre connaissance sur, notamment par exemple sur les marchés. Pour faire ça, l'intérêt de ça, c'est de dépasser la corrélation. Donc, la méthode statistique, elle est généralement basée sur une corrélation. Donc, on considère que si tel ou tel effet a lieu, alors il y a un autre phénomène qui, la plupart du temps, est constatable. On ne sait pas nécessairement lequel est l'effet ou la cause de l'autre, et on ne sait pas nécessairement quel est le lien entre les deux. Mais on sait que quand l'un a lieu, l'autre a lieu, donc tous les facteurs deviennent en fait finalement des indicateurs. Dans une méthode d'intelligence artificielle causale, il faut identifier exactement quelles sont les causes et quels sont les effets, et il faut restituer la logique de l'ensemble de ces causes et de ces effets, parce qu'il faut être capable de justifier les conclusions qu'on peut prendre, et il faut permettre comme ça, petit à petit, de construire un modèle effectif, un modèle qui fonctionne. Alors la base de l'intelligence artificielle causale, c'est la logique des réseaux bayésiens. Et ces réseaux bayésiens, ils sont basés, en fait, la logique bayésienne a été inventée par Thomas Bayes au XVIIIe siècle. Donc, c'est pas quelque chose qui date de l'informatique, c'est quelque chose qui date de bien avant, et qui se réduit in fine à une formule assez simple, qui est la probabilité de A sachant B est égale, etc. Je vous laisse suivre la logique dans cette formule. Donc, quand il y a un trait vertical, ça veut dire sachant que. Donc, l'objet, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on cherche quelle est la probabilité qu'un certain événement ait lieu, sachant qu'un autre événement a eu lieu.
C'est tout à fait fondamental. Ça paraît très très simple, mais c'est extrêmement fondamental dans la manière de construire la logique et de construire les systèmes complexes dans leur fonctionnement. Et l'IA causale, elle va permettre de faire une recherche holistique, c'est-à-dire une recherche extrêmement puissante en s'appuyant sur une technologie de, de, très efficace et de permettre dans tous les sens d'aller rechercher des liens entre différents facteurs et de les mettre en relation avec une hiérarchie, une quantité, et de comprendre comment un certain nombre de liens peuvent se générer les uns les autres et avoir des facteurs. Donc là, j'ai une représentation sur un certain nombre d'effets de mécanismes autour de l'ESG. Et quand il y a un trait rouge, ça veut dire que c'est un trait qui a tendance à faire changer l'impact sur le facteur impact dans le sens contraire, alors que quand c'est un trait bleu, ça a tendance à le faire changer dans le même sens que le mouvement de la course. Et puis, la dimension du trait est proportionnelle à la force de l'impact entre les différents facteurs. Donc, avec ce genre de modèle, l'objet n'est pas de faire directement d'un seul coup le modèle idéal, il est de permettre à un utilisateur progressivement de tester ses propres convictions, de vérifier systématiquement sur la base de backtesting si le modèle qu'il construit correspond à la réalité de ce qu'il peut observer. Et donc, il élabore progressivement un modèle systémique, c'est-à-dire que c'est un système dans lequel il y a tout un tas de facteurs qui se combinent, et donc ils ne sont pas nécessairement, c'est pas qu'ils s'ajoutent, et c'est pas qu'ils sont les uns à côté des autres, c'est qu'ils sont véritablement combinés avec des dimensions. Que tout ce modèle, il est contrôlé par l'utilisateur, il permet de justifier ses résultats. C'est très important parce que c'est demandé par le législateur, mais c'est aussi demandé par les donneurs d'ordre de gestion, par les clients, etc. Il traite séparément les faux positifs ou les faux négatifs, ou les vrais positifs et les vrais négatifs également, parce que dans un certain nombre de cas, ça n'est pas la même chose. Par exemple, si le système me dit que je dois renouveler 30% de mon portefeuille, si je suis un gestionnaire de portefeuille, et que ce n'était pas nécessaire, ça a un certain nombre d'impacts. Et si le système ne me dit pas que je dois renouveler 30% de mon portefeuille pour un certain nombre de raisons, alors que c'était nécessaire de le faire, ça a d'autres impacts. Donc on ne peut pas dire à l'avance lequel est le plus grave ou pas, ça dépend du choix de l'utilisateur et ça dépend de nos stratégies. Mais par contre, c'est important de maîtriser de manière séparée ce qui est positif et négatif dans les logiques qui sont mises en œuvre par le système. Et donc, petit à petit, l'utilisateur, il construit un modèle qui intègre ses propres choix, ses propres priorités et ses propres convictions de métier. Donc, on n'apporte pas quelque chose qui va nous remplacer, on apporte un outil complémentaire pour construire sa stratégie et pour la mettre en œuvre et pour la contrôler. Alors, comment ça se positionne par rapport à des modèles classiques calculatoires? Jusqu'à ce qu'on puisse faire ce genre de choses, la règle, c'était d'avoir des algorithmes et de dire que dans le monde réel, on estime que tel facteur, il a telle dimension et tel effet sur telle partie de mon modèle. Le nombre de facteurs qu'on peut mettre en œuvre dans ce genre d'algorithme, il est par nature assez limité parce que sinon ça devient très compliqué et plus personne ne peut le maîtriser. Et puis, il intègre des limites de notre compréhension à l'origine, il intègre nos préjugés, et donc il peut fonctionner, et il peut être utilisé et montrer une représentation qui a un certain niveau de validité. Il est limité par la capacité de calcul quand même dans son fonctionnement, et puis on n'est pas certain de quelle est la quantité de préjugés et de
Oui, de préjugés qu'on a intégrés dans le modèle à l'origine. Si on utilise de la modélisation d'intelligence artificielle, on ne passe plus par un modèle qui a été défini sous forme d'algorithme, on passe directement sur un système qui est construit et éventuellement, enfin, qui est bien sûr maîtrisé par l'utilisateur et qui va permettre de faire des inférences. Donc, d'une part, ça les fera beaucoup plus vite, mais en plus, il y a moins de préjugés puisqu'on n'a pas intégré nos propres préjugés dans le modèle, parce qu'il n'y a plus de modèle, il n'y a plus d'algo. Il y a un modèle systémique très complexe qu'on a des moyens de contrôler et qui fait lui-même ses inférences et d'une manière beaucoup, beaucoup plus détaillée que ce ne serait possible dans le cas d'un modèle algorithmique calculatoire. Alors, l'un des exemples avec lesquels qui permettent d'utiliser ça, par exemple, c'est dans le cadre de prédiction. Et qu'ici, l'utilisateur utilise un outil qui permet de baser sur des historiques de cours, des historiques macroéconomiques, de forex, euh, d'indicateurs surprises, tout ce qu'on veut. Et puis aussi, éventuellement, de données NLP qui peut mettre, des controverses, des indicateurs sur les marchés qu'il est en train de surveiller. Donc, en input, il va pouvoir mettre un très très grand nombre de données, des centaines de données, des centaines de séries qui peuvent être structurées ou pas structurées. Et ensuite, il va exercer ça dans le cadre d'un modèle. Et le modèle va lui proposer l'application, par exemple ici, sur la prédiction sur la valeur du groupe Mercedes ici, en l'occurrence à partir du 7 février, en indiquant sur la partie rose quel est l'indicateur de confiance. Donc cette partie rose, elle peut être plus ou moins large et elle est justifiée par tout un tas d'indicateurs très importants sur ces facteurs de risque et sur les indicateurs qu'il a utilisés. Et puis on voit ici que le système prédiction par prédiction va être capable d'indiquer quels sont les facteurs qui ont été identifiés comme ayant des impacts sur ce modèle. Et c'est ça qui va permettre à l'utilisateur, au fur et à mesure, de cibler le modèle qu'il va construire sur les indicateurs qui sont identifiés comme ayant des impacts significatifs sur ce qu'il est en train de surveiller. On peut faire la même chose là ici avec Airbus. On voit qu'ici, l'indicateur de confiance, il est plus large. Donc, la pertinence, elle est moins certaine de la prédiction. Et puis, les différents facteurs, selon les différentes parties de la prédiction, changent et ils sont indiqués de manière graphique. Et le client, l'utilisateur, il peut donc affiner son modèle avec ça. Sur la partie non structurée, c'est assez important de pouvoir intégrer dans ces modèles des données non structurées. En 2018, il n'y avait que 2% des entreprises qui s'appuyaient sur des données non structurées. En 2020, il y en avait déjà 17% et en 2021, 19%. Donc on voit que les données non structurées sont de plus en plus logiquement intégrées dans les modèles. Or, nos modèles qui sont basés sur des datasets temporels classiques, hein, qu'on a tous appris dans l'économie, en macroéconomie ou en microéconomie, ils ne sont pas logiquement, par nature, compatibles avec ça. Donc, le fait d'ajouter des données non structurées dans nos modèles, c'est un élément très important qui met en cause les algorithmes calculatoires classiques. Et je pense que ce 17-19%, il est amené à augmenter parce qu'il y a plein de raisons, en particulier l'ESG, mais aussi les controverses, le NLP et la capacité d'aller chercher des informations sur les marchés qui sont par nature non structurées et qui doivent être intégrées dans les modèles. Cette intégration dans ces modèles, elle n'est quasiment possible qu'en utilisant des mécanismes d'intelligence artificielle. Parce qu'on ne peut pas
l'utiliser strictement avec des régressions linéaires ou en recherchant simplement des indicateurs de causalité, des indicateurs de concordance. Alors sur ces recherches holistiques, c'est-à-dire une recherche qui permet d'aller chercher partout, dans tous les sens, des liens entre différents facteurs. Là, ici, on a quelques exemples. Là aussi, c'est pareil, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais quelques exemples de systèmes qui sont mis à jour entre différents secteurs d'activité, par exemple, sur les pesticides, les armes, etc., etc. Donc, des liens. Ces liens, ils sont déterminés par un modèle d'intelligence artificielle qui ne va pas les chercher sur des données de type dataset temporel, qui va les chercher sur un très grand nombre de données à une date précise. Et donc ça, c'est typiquement ce qui va permettre d'intégrer des relations entre des facteurs dans le cadre de modèles non structurés classiques de l'économie. Ça permet ensuite d'identifier des tendances et d'adapter les modèles qu'on utilise. Donc là, un modèle tel qu'il est produit et intégré par des outils d'intelligence artificielle causale, eh ben, il va être lisible pour un utilisateur standard. Il n'a pas besoin forcément d'être un data scientist et d'utiliser du Python pour être capable de comprendre des liens complexes entre un grand nombre de facteurs. Ces liens, ils sont détaillés avec des quantités. Le système, par exemple, dans ce cas, vous voyez que en haut, il y a inflation surprise, index commodities et les cours de Apple qui ont été isolés par rapport à l'ensemble du système qu'on cherchait à montrer. Ici, il s'agissait de rechercher une prédiction sur le Standard & Poor's. Et ils ont été isolés parce que le moteur d'intelligence artificielle a considéré qu'il n'y avait pas de lien systémique entre ces différents éléments, ni comme lien de cause à effet, ni comme indicateur, avec le modèle, avec la valorisation prédite du Standard & Poor's. Et ça, c'est contre-intuitif. Donc, c'est typiquement des choses qui sont assez difficiles à rechercher, sinon en utilisant de l'intelligence artificielle qui va chercher automatiquement dans toutes les combinaisons ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et ça permet de distinguer les probabilités et les enjeux. C'est très important parce que, en fait, n'importe qui est incapable, avec son simple sentiment, de juger quelle est la différence entre une chance sur 1000 ou une chance sur 100 000 ou une chance sur 1 million. C'est quelque chose qu'on considère tous comme une chance faible, mais par contre, quand on gère un portefeuille, ou quand on prend des décisions économiques ou sur du risque, une chance sur 1000 ou une chance sur 1 million, c'est pas du tout pareil. Et pour ça, il faut vraiment identifier d'un côté la probabilité et d'autre part, appliquer sur cette probabilité les enjeux. Et quand les relations entre les différents paramètres sont complexes, avec plusieurs niveaux d'implication, et ben, la relation entre celui d'origine et celui de la dernière couche, par exemple, elle est même impossible à quantifier si on n'a pas un outil de ce genre qui permet de mettre des chiffres précis sur la combinaison des probabilités. La puissance aussi de ce type d'intelligence artificielle, c'est son aspect white box, donc l'aspect du fait qu'on sait ce qui passe à l'intérieur. Donc la logique, c'est qu'on démarre en mettant un certain nombre de data. L'utilisateur, il va mettre toutes les datas qu'il souhaite. Ça peut être un fichier Excel, ça peut être des données qu'il va chercher chez Refinitiv ou chez Reuters ou chez Bloomberg où il veut. Ensuite, à partir de ça, il peut, l'utilisateur, directement faire un certain nombre d'hypothèses sur les relations causales entre les différents états, ou ne faire aucune hypothèse et faire une recherche dans tous les sens automatique en utilisant l'outil. Là, il y a une recherche. L'outil va créer un modèle avec un graphe acyclique de cause. Et il est acyclique parce que dans ce modèle,
une relation entre deux facteurs a toujours un sens. Donc, on ne peut pas avoir une boucle où deux éléments sont mutuellement cause et effet l'un de l'autre. Ça devient une sorte de Larsen. Euh, quand il y a deux éléments qui ont une convergence de fonctionnement, une corrélation, nécessairement, il faut identifier à un endroit précis du modèle lequel est la cause de l'autre. On peut avoir une inversion à un autre endroit du modèle, mais sur un endroit précis du modèle, il y en a un qui est la cause et il y en a un qui est l'effet. Donc on peut faire des tests là-dessus, on peut les essayer. À chaque fois, on fige le modèle et puis on fait du backtesting, on fait des prédictions, on essaye. Et puis à partir de ça, on regarde si le modèle il convient, il correspond à ce qu'on voulait ou pas. Si ce n'est pas le cas, on revisite les suppositions, on change les hypothèses, on refait un entraînement et petit à petit, on construit un modèle qui va correspondre à vraiment à la fois à nos convictions et aux suppositions qu'on a pu faire et qu'on connaît, et à la fois qui donne des résultats précis, chiffrés, explicables sur la manière dont ça se concrétise en termes de prédiction, en termes d'estimation sur les risques, en termes de valorisation sur les actifs. Alors, on peut faire par exemple des backtests qui comparent les différents modèles. Ici, celui-là compare les modèles classiques et en particulier du Random Forest, qui est un modèle très utilisé sur les marchés, ou des réseaux bayésiens. Le réseau bayésien, c'est le orange. Alors, on peut constater sur ce type de backtest que globalement, les différents modèles, et ce qu'on cherche à tracer ici, c'est le Standard & Poor's 500, donc le SP500, il est en bleu. Donc, les différents modèles, on voit qu'ils s'écartent de la courbe réelle dans un certain nombre de cas, et ce, dans tous les cas d'ailleurs. Donc, on voit sur cette courbe qu'il n'y a pas un modèle qui est strictement meilleur que les autres. Ils sont relativement comparables. Par contre, l'un des avantages du réseau bayésien, c'est que comme on connaît exactement ce qui est à l'intérieur, on est capable, quand il y a une tendance qui est identifiée et qui va changer, par exemple quand il y a une crise et que, par exemple, le prix du pétrole augmente ou qu'il y a une guerre ou qu'il y a une élection, et qu'il y a tout d'un coup un élément brutal dans l'environnement qui fait que tous les apprentissages précédents ne sont plus valides parce que l'environnement a changé, dans le cadre d'un modèle à réseau bayésien, on peut aller directement intégrer ces changements sur le modèle puisqu'on sait maîtriser quels sont les différents éléments. Alors que quand on est en random forest, par exemple, seul un nouvel apprentissage va permettre de mettre à jour ce modèle. Et donc pendant un certain temps, quand il y a un élément de l'environnement qui change de nature, par nature, l'intelligence artificielle basée sur un apprentissage classique, elle va avoir un certain niveau de dérive en attendant de pouvoir réentraîner le système sur les données à jour. Ici aussi, donc là, on voit que j'ai mis un petit rond rose ici sur un écart. Dans le cadre du suivi d'un target ici US aussi, quand on est en random forest, ici on voit qu'il y a eu un écart pendant un certain temps pour que le système puisse réapprendre les bonnes données et se remettre à monter. Alors que ici la courbe grise, c'est en utilisant des réseaux bayésiens, et on voit qu'on a pu directement la mettre à jour et elle a continué de suivre son target sans délai. Alors en conclusion,
Les entreprises, je reviens sur l'usage qui est fait de l'intelligence artificielle dans la finance. Les entreprises, elles sont plus susceptibles d'externaliser la technologie. Ça, c'est considéré comme vrai euh, de plus en plus, disons. Et la plupart des entreprises intègrent des solutions tierces. Euh, c'est maintenant, on est à 26% de solutions qui sont uniquement full vendor. Et la plupart du temps, les opérationnels vont intégrer différents éléments dans leur système d'information. Ils ne vont pas uniquement se baser sur un système qu'ils ont acheté et qui fait tout. Ils veulent pouvoir eux-mêmes maîtriser le contenu de leur système d'information et combiner plusieurs fournisseurs. C'est exactement ce qu'on peut faire, alors que tout le monde n'est pas convaincu que c'est possible avec l'intelligence artificielle. On pense que c'est peut-être un énorme bloc qui doit venir et remplacer tout le reste. Alors qu'en réalité, ça reste une technologie qui permet d'avoir des outils, et ces outils, ils peuvent être utilisés par petites touches ou par grosses touches, en fonction des use cases de chaque utilisateur. Alors, comment réaliser un projet? Le problème d'un projet IA, c'est que tout est nouveau. Il faut préparer exactement quelle est la question business auquel on va vouloir répondre. Il faut préparer l'organisation, fixer les clés sur lesquelles on va juger du résultat. Il faut choisir une technique, il faut choisir un langage, il faut choisir un framework de développement d'IA. Il faut planifier le prototype. Il faut avoir quelqu'un qui maîtrise tous les éléments du projet. Alors, quand on n'en a jamais fait, on n'en maîtrise aucun. Il faut recruter une équipe, donc il faut commencer par investir avant de savoir comment ça va marcher. Donc tout ça est très compliqué et on a besoin de tout découvrir en même temps, de découvrir la partie fonctionnelle, de découvrir les datas, parce qu'évidemment il faut que les datas soient de bonne qualité pour que l'intelligence artificielle fonctionne, de découvrir la manière dont on va les traiter, etc. Et là, la difficulté, c'est que, en fait, à vouloir tout réinventer depuis le début, on est à peu près sûr que ça ne va pas marcher parce que on va pas avoir une équipe qui va être complètement intégrée et avancer pas à pas. Donc, il faut créer des petites équipes pluridisciplinaires qui incluent la technique et le métier. Et il faut s'appuyer sur l'état de l'art pour faire des petits projets qui sont validés par le métier, qui sont à la portée des éléments techniques, des équipes techniques, et qui s'appuient sur l'état de l'art existant, qui utilisent des outils existants, et qui font qu'on n'a pas besoin de faire des choix structurants sur la manière dont plus tard on utilisera l'intelligence artificielle pour traiter des use cases. On peut faire des POC, on peut définir des use cases très précis en utilisant les gens qui sont les plus motivés pour ce genre de choses. Et dans ce cas-là, on apprend très vite en utilisant la techno et pas en la réinventant. Et au demeurant, pour ceux qui ont connu le développement de l'informatique dans les années 80, tout ce qu'on entendait sur l'informatique à l'époque, on l'entend aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Ceux qui en rêvent, ils mettent des expectations qui sont parfois exagérées. Et il y a aussi beaucoup de gens qui vont accuser l'intelligence artificielle de tous les maux, en disant que tout est de sa faute, comme autrefois, c'était toujours la faute de l'informatique. En réalité, on met dans l'informatique ce qu'on y retrouvera plus tard, et réciproquement, on retrouve dans l'informatique ce qu'on y a mis quand on l'a fait. Dans l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas dissocier la technique de l'usage. L'IA, c'est un outil, il faut le considérer comme un outil. Ce n'est pas nécessairement un outil énorme, c'est un outil qui peut être maîtrisé. Et l'intérêt, c'est d'utiliser le bon outil pour le bon usage. Et là, l'avantage compétitif apparaît très rapidement. Il est quasiment immédiat. Voilà ce que je voulais partager avec vous.
Donc ça, cette intelligence artificielle et les outils qui permettent de la mettre en œuvre, ça intéresse beaucoup de gens, ça intéresse tous les intervenants métiers, les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires de risque, les stratégistes, les analystes, le contrôle, le back office, le marketing, les managers business. Ça peut intéresser les bourses, ça peut intéresser les produits cash, le forex, les produits dérivés. Et ça intéresse aussi bien les data scientists, les développeurs, les architectes SI et toute la partie technique. Donc, n'hésitez pas, contactez-moi. Moi, j'aurai de toute manière beaucoup de plaisir à parler à chacun d'entre vous et à regarder en détail sur quel type de problématique on pourrait appliquer ces outils. Et vous avez vraiment rien à perdre à le faire. Ce sera un plaisir pour moi d'échanger, comme je le fais avec mes clients actuels, sur des use cases très diversifiés et très précis dans le cadre de vos métiers. Voilà, merci beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. Ça a intéressé. Vous pouvez me joindre soit sur LinkedIn, soit sur mon site internet, soit à travers le campus. Il y a tout un tas de manières de me joindre. Je suis à votre disposition. Merci à tous. Merci beaucoup pour vos remarques. J'apprécie, c'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.